est 20h30 à Conakry, même heure à Cancan. Bienvenue à tous dans ce journal, les titres de l'actualité. Au tribunal de première instance de Bokeh, ces accusés vont devoir justifier leur rôle présumé dans la commission de certains crimes comme le viol, l'assassinat et l'association de malfaiteurs. À suivre dans ce journal. Et puis fin de mission des gardes-côtes américains à Conakry. Pour l'occasion, les réalités et défis du secteur portuaire guinéen ont été évoqués. Le développement dans ce journal. La maladie de Newcastle continue de menacer le cheptel en Guinée. Pour y faire face, l'Association nationale des aviculteurs traditionnels lance une campagne de vaccination des volailles dans les préfectures de Koya et du Breka. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Conseil d'administration de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA. La session a permis de dresser le bilan de l'année 2025 et adopter le plan d'action quinquennal 2026-2030. Ce plan prévoit de poursuivre les efforts de modernisation des usines d'huilerie et de traitement de caoutchouc, des réformes pour mieux respecter les engagements sociaux liés au paiement mensuel des planteurs. Fodé Camara, reportage. La société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA vient de franchir un palier stratégique. Loin de simples ajustements comptables, le conseil d'administration de la SOGIPA a entériné une trajectoire ambitieuse, le plan d'action quinquennal 2026-2030. Nous avons eu à discuter et à valider les recommandations issues de la dernière session de 2025. On est passé en revue de l'exécution budgétaire 2025 et puis les engagements. Et aussi, on a revu et validé le plan stratégique 2026-2030 et le contrat programme 2026-2030. Et nous avons procédé à la revue et à la validation du budget 2026. Cette ambition pour les 5 prochaines années repose sur une politique managériale rigoureuse, une mutation garantissant le respect de l'accompagnement de tous les maillons de la chaîne de valeur. Plusieurs activités, il faut retenir la finalisation et le lancement très rapide de l'usine de 6 tonnes heure. Pour nous, la relance de la SOGIPA, la survie de la SOGIPA en dépend, c'est la priorité des priorités chez nous. Et tout est mis en place pour que cela se fasse parce que les travaux ont repris sur le terrain et nous sommes en train de boucler très rapidement la levée de fonds pour que les travaux ne connaissent plus d'interruption. Au sortir du CA, il est difficile de dire que tous les problèmes seront résolus. Mais actuellement, le paiement des planteurs se paie correctement. Et avec la charge qu'a la société, je crois que l'avenir est prometteur. La réussite de ce plan quinquennal repose sur le premier pilier de la chaîne de valeur, le planteur. Pour les milliers de producteurs, les engagements pris devraient leur offrir des prix rémunérateurs de façon durable. Comment accélérer la lutte contre l'utilisation des produits chimiques dans l'exploitation artisanale de l'or? Le projet Planète Gold entend renforcer le dispositif sur le terrain pour des résultats plus visibles. Le comité de pilotage du projet vient de se réunir pour fixer les grandes orientations de l'année en cours. Mamadou Alpha Baldé. Lancé il y a quelques années, le projet Planète Gold Guinée œuvre pour une élimination, voire une réduction drastique de l'utilisation des produits chimiques comme le mercure dans l'exploitation artisanale de l'or. Pour fixer les objectifs de cette année, le comité de pilotage du projet se réunit pour tirer les leçons et définir le cap pour 2026. Globalement, ce projet qui a démarré depuis 2023 a accusé un petit retard lié à de nombreux facteurs. Les difficultés ont été transformées en opportunités et on a essayé de prendre en compte tous les dysfonctionnements. Et à date, le personnel est renforcé, le financement, la chaîne est déjà réorientée. Ici, l'ensemble des parties prenantes du projet se concertent. Des manquements sont relevés et des pistes de solutions proposées. Là, on a essayé donc de revoir tous les points
pour qu'une meilleure implication du département dans la mise en œuvre du projet, mais également aussi revoir un peu la procédure de décaissement, surtout aussi le mécanisme de transfert des ressources. Nous voulons démontrer aussi que le déploiement des technologies sans mercure pour la production d'or propre va être une réalité cette année 2026. Et à côté de cela, le déploiement de tout le dispositif de formalisation qui a été approuvé, validé depuis l'année 2025 au travers du guide de la formalisation va être une réalité pour les groupements d'artisans miniers qui travaillent non seulement avec nous, mais aussi pour les autres groupements d'artisans miniers qui veulent entrer dans un processus de formalisation pour se conformer aux exigences de la loi guinéenne. Avec la mise en œuvre effective du projet Planet Gold, la Guinée compte promouvoir un secteur extractif artisanal respectueux de l'environnement et peu nocif pour la santé humaine. Promotion du leadership féminin, une conférence axée sur la place de la femme dans le secteur minier est organisée par l'université Kofi Annan de Guinée et la société minière Rio Tinto Simfer, une occasion pour les organisateurs d'inviter la couche féminine à oser se former dans des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Nabila Moussa Kamara, reportage. Femmes dans les mines, opportunités de carrière en Guinée, c'est le thème d'une conférence organisée par l'université Kofi Annan de Guinée en partenariat avec la société minière Rio Tinto. La démarche consiste à encourager la représentativité des femmes dans le secteur minier guinéen. L'idée, c'est vraiment démystifier, déconstruire les stéréotypes liés aux femmes dans les mines dans le cadre de la stratégie JAR de Rio Tinto Simfer. Tout le long de la conférence, on a rappelé aux femmes d'oser, de se former et de saisir des opportunités. Donc, allez sur les sites de Rio Tinto Guinée, cherchez des opportunités et vous allez trouver. Cette rencontre a réuni les étudiants, jeunes diplômés, acteurs du secteur minier et les représentants de plusieurs ministères. Elle devrait permettre à promouvoir le leadership féminin et l'accès des jeunes femmes aux opportunités professionnelles dans un secteur stratégique. La Guinée regorge de potentiel féminin, des femmes vraiment compétentes avec beaucoup d'ambition. Cela nous donnera l'opportunité de les exposer au domaine minier, de montrer qu'elles aussi, elles ont leur chance, effectivement, dans ce domaine qui a été considéré très longtemps comme exclusivement réservé aux hommes. Aujourd'hui, avec le projet Simandou 2040, les opportunités professionnelles pour nos étudiants dans les mines s'ouvrent à elles. Mais malheureusement, l'information ne passe pas forcément. Et donc, c'était important aujourd'hui pour nous d'avoir une conversation avec les sociétés minières, le ministère des Mines, les différentes entités qui travaillent aujourd'hui dans les mines, partagent leur expérience, partagent leur réseau avec nous, nos étudiantes ici au sein de l'université Kofi Annan de Guinée. La conférence s'inscrit dans une dynamique visant à sensibiliser, informer et inspirer les jeunes femmes à s'orienter vers les métiers du secteur minier et des industries connexes. Rapport ITIE 2022-2023, des émissaires de l'institution viennent de les présenter aux collectivités et aux étudiants de l'Institut Géomine de Bokeh. C'est dans le cadre de la campagne d'information sur les redevances minières payées par les sociétés. Moussa Kouyaté pour ce reportage. C'est ici dans la salle de conférence de la compagnie des bauxites de Guinée que les deux rapports ont été présentés aux travailleurs de la société. Des travailleurs qui se réjouissent de cette vulgarisation. Avec cette dissémination, nous nous rendons compte que le secteur minier a un impact positif sur le budget de l'État et ça nous galvanise de plus, nous ici, pour redoubler d'efforts à pouvoir continuer à faire de l'exportation. Afin que nos actionnaires, l'État guinéen, nos actionnaires ALCO, puissent bénéficier des retombées de la CBG. La transparence n'est utile que si les bénéficiaires disposent de toutes les informations relatives à la gestion de nos ressources minières. Après Kamsar, la mission a mis le cap sur Bokeh pour le même exercice devant les acteurs de la société civile, les représentants des collectivités ainsi que des étudiants de l'Institut Géomine de Bokeh. Ça va nous permettre de mieux se planifier, connaître où l'argent part pour éviter beaucoup de choses. Parce que quand on sait où l'argent part, surtout si l'argent doit partir dans la caisse de l'État, ce serait très important parce qu'on pourra bien se planifier, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la Guinée. Nous sommes très ravis de prendre connaissance de ce rapport pour dire au niveau de nos communautés minières
voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été obtenu pour que l'ITIE et nous prenons les dispositions ensemble pour la réalisation de nos infrastructures au niveau de la base. Les données de ces rapports peuvent servir la communauté universitaire pour former les futurs ingénieurs. Il est quand même très important en tant que communauté universitaire, autorité spécialiste de la matière, de comprendre toutes ces informations pour aussi former nos étudiants. Ça va nous permettre aussi des bases pour pouvoir exploiter ces données pour la recherche scientifique. Des échanges ont eu lieu entre la délégation et les participants pour mieux cerner le contenu des rapports. Je vous le disais au sommaire, le tribunal de première instance de Bokeh lance les audiences criminelles. Ce vendredi, plusieurs dossiers liés au crime sont évoqués. Ces accusés vont justifier leur rôle présumé dans la commission des cas de crimes contre le viol, l'assassinat, l'association de malfaiteurs et autres. C'est un reportage de Younoussa Tawel Kamara, Yaya Zatonik Tonkara, Kerno Younoussaba. À Bokeh, les audiences criminelles s'ouvrent sous le signe de la lutte contre l'impunité. 16 criminels présumés comparaissent devant le tribunal pour des cas de crime. Une occasion pour les accusés de justifier leur innocence ou non dans la commission de graves infractions. Sur la table du président audiencier, 15 affaires avec près de 80% de cas de viol. Ce pourcentage fait froid au dos et relance le débat sur la montée inquiétante du phénomène dans la zone. La femme ne doit pas être violentée. Je me demande pourquoi la recrudescence du viol à Bokeh, pendant que la loi permet, n'est-ce pas, à un homme dès qu'il a l'âge de se marier. Cette même loi permet à la femme dès qu'elle a l'âge de se marier. Mais ce qui inquiète, c'est que parfois c'est des hommes mariés qui se livrent à ces pratiques ignobles, horribles et crapuleuses. Une étude sociologique s'avère indispensable à Bokeh pour connaître les motivations profondes de ces violeurs présumés. C'est une condamnation impitoyable conformément au catalogue répressif de notre pays qui est le code pénal guinéen. Les audiences tiennent compte des droits de chaque accusé. Un avocat est commis pour assurer la défense des intérêts des personnes poursuivies. À Bokeh, les audiences s'annoncent comme un moyen de lutte contre la délinquance. Ce matin, il s'agit tout simplement de venir assister ces accusés devant le tribunal de première instance de Bokeh, association criminelle de cette année 2026. Il n'y a pas de bonne justice sans rigueur, sans fermeté. Il faudrait que les gens sachent ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Donc, ils doivent récolter en conséquence et ça doit être proportionnel à la faute commise. Ici, les débats vont continuer entre les parties au procès. Ministère public, défense et avocat de la partie civile, chacun de son côté, va tenter de jouer sa partition à l'audience, histoire d'obtenir la condamnation ou l'acquittement des accusés. Nous poursuivons ce journal. Le gouverneur de la région administrative de Bokeh a entamé une prise de contact avec les citoyens relevant de sa juridiction. Première étape, les préfectures de Gawal et Koundara, partout des messages de paix, de vivre ensemble et le renforcement de la sécurité le long des frontières entre la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Younoussa Tawel Kamara, reportage. Le gouverneur de Bokeh, accompagné des membres de son cabinet, vient au contact des populations de différentes collectivités relevant de sa juridiction. Première étape, la préfecture de Koundara, où il a échangé avec les autorités administratives et les sages sur la promotion de la paix et le vivre ensemble. Ensuite, le général Abakar Yakité et sa suite se sont rendus successivement à Bundufourdo, Sambailo et Saraboyo, à la frontière Guinée-Sénégal et Guinée-Bissau. Devant les forces de défense et de sécurité basées le long de ces frontières, il met un accent particulier sur la synergie, mais surtout la vigilance le long des frontières. C'est un devoir pour moi de sortir et voir les préfectures, les sous-préfectures, quelques sous-préfectures, voir comment les choses se passent et surtout le long des frontières. Là-bas, on a vraiment motivé les jeunes, les militaires, les chefs de défense et de sécurité pour que chacun y veille parce qu'ils sont là pour ça. Non seulement
Il y a un scanner qui se trouve à Sambailo. Et tout véhicule qui rentre sur le territoire guinéen passe au niveau du scanner. Donc au niveau du scanner, il y a des inspecteurs d'images qui sont là en train d'interpréter les images. Là, s'il y a le suspect, on envoie le camion sous le hangar, on débarque toutes les marchandises qui se trouvent dans le camion et voir effectivement s'il y a de la fraude ou bien s'il n'y a pas de la fraude. Après Koundara, cap sur la préfecture de Gawal. Là aussi, le gouverneur rencontre successivement la population des communes rurales de Kounsitel et Wendombourg. Il s'agit de toucher du doigt les réalités socio-économiques et sécuritaires de cette préfecture. La préfecture de Gawal qui vous accueille a bénéficié de nombreux acquis du CNRD, du gouvernement de la République, et singulièrement de l'appui du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. La construction et le bitumage de la voirie urbaine en cours de réalisation. La construction d'infrastructures scolaires, sanitaires dans toutes les collectivités. Les prochains jours, le gouverneur de Boké compte se rendre également dans d'autres préfectures relevant de sa juridiction pour une prise de contact avec les autorités locales et les populations. Dans le même registre, dans la cité des Agrumes, le nouveau préfet, accompagné d'une forte délégation, était au contact des populations des différentes sous-préfectures de la localité. Il est question pour le colonel Abdourahmane Keïta de faire connaissance avec les citoyens relevant de sa juridiction, mais pas que. La suite dans ce reportage de Nou Sidibé et Marwan Kamara. Quelques mois après sa prise de fonction, le nouveau préfet de Kindia a entamé une tournée de prise de contact avec les différentes collectivités relevant de sa juridiction. La sous-préfecture de Madinaoula marque la première étape de ce périple. Cette visite est à la fois par l'écoute des populations et par un message de reconnaissance à l'endroit des communautés suite au bon déroulement de la dernière élection présidentielle. L'autorité préfectorale a pris son bâton de pèlerin de passer dans toutes les communautés pour venir se présenter, sensibiliser, remercier, leur soit reconnaissante pour que les élections à venir, qu'on comprenne qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on vote, pourquoi il ne faut pas voter. C'est la première fois que moi je vois une telle engouement. La réception a été de trop en telle enseigne que ça a submergé. Donc on remercie le général Mamadi Doumbouya d'être notre président. Et nous remercions toutes les autorités de Kindia, sans exception, à commencer par le préfet, le nouveau préfet. On lui souhaite bonne chance. Nous sommes dans son bateau et nous souhaiterons que Dieu nous accompagne avec sa grâce. Après Madinaoula, les populations de la sous-préfecture de Bangouya ont aussi réservé un accueil chaleureux au préfet. Ici, tous sont déterminés à collaborer avec l'administration afin de consolider la cohésion sociale et accompagner les actions de développement. Le préfet, ce qu'il a fait, il a mis tout le monde à l'école. Il a éduqué, il a sensibilisé, il a informé la population. Et la population a compris et il a adhéré à sa formation. Cette tournée se poursuivra dans les prochains jours et devrait permettre au préfet de recueillir les préoccupations des populations et de renforcer la confiance entre l'administration et les populations. Dans l'actualité encore, fin de la visite de la mission des gardes-côtes américains à Conakry, une occasion mise à profit pour toucher du doigt les réalités du secteur portuaire guinéen. Nabi Kamara. Fin du séjour des gardes-côtiers américains en Guinée, il aura duré 4 jours au cours desquels ces hôtes du port autonome de Conakry ont visité, entre autres, le port commercial de Kamsar, le terminal conteneur et celui de Frigia dans le cadre de l'évaluation des dispositions du code qu'on appelle là-bas ISPS. L'objectif du code ISPS, c'est d'établir un cadre de coopération internationale entre les membres du gouvernement contractant, les compagnies maritimes, les armateurs et les installations portuaires afin de prévenir les menaces, les incidents de sûreté et de sécurité pouvant affecter les navires et les installations. C'est un sentiment de satisfaction que j'exprime ici au nom de la Direction générale du port car il n'a pas été révélé un incident de menace ni de sécurité. Donc le port aujourd'hui, on peut le dire éloquemment que le port autonome de Conakry est au niveau 1 de sûreté. Le niveau 1 de sûreté, c'est le niveau par lequel il n'y a aucun incident, aucune menace,
aucun acte de terrorisme à mener. Tous les 2 ans, le port autonome de Conakry reçoit une équipe des gardes-côtiers américains pour savoir si ces installations répondent aux normes internationales en la matière. J'ai vraiment aimé la visite et en termes d'installation, nous avons aussi apprécié les progrès. Donc dans ce cadre, ici, au port de Conakry et ce que nous avons vu aussi du côté de Kamsa. Et donc, puisque nous sommes là dans une visite préliminaire, nous reviendrons dans le cadre des activités sécuritaires des installations portuaires. Cette équipe de gardes-côtiers américains est attendue au mois d'avril prochain pour la suite de sa visite de terrain au port autonome de Conakry. Dans l'actualité toujours mise en œuvre du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formation des entreprises. Ce jeudi, la PIP a procédé à la remise d'un important lot d'équipements informatiques à ses équipes basées à Cancan. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'agence dans le Kenya. Marie-Simone Noël Tolno, Sonono, CDB. Nous sommes dans la ville des agrumes. Ici, à Kindia, ce bâtiment flambant neuf implanté en plein centre-ville, autrefois siège de la Banque centrale de Kindia. L'édifice abrite désormais le nouveau siège de l'antenne régionale de la PIP Guinée. Après 2 mois de l'inauguration de l'infrastructure, le bâtiment est aujourd'hui entièrement équipé en mobilier, ce qui pourrait permettre à l'agence de pouvoir démarrer ses activités. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité, qui a débuté en novembre avec le projet PAMORIF, projet financé par la Banque africaine de développement et bien sûr mise en œuvre par nos chers partenaires de l'UCEP qui nous ont bien voulu nous accompagner. Donc avec cette antenne, notre ambition est simple, être accessible, plus utile et plus réactif pour accompagner l'investissement privé au niveau régional. À cette cérémonie, l'occasion est mise à profit pour remettre un important lot d'équipements informatiques à l'équipe APIP de la région de Kindia. Je suis vraiment heureuse. Et une chose reste claire, nous allons utiliser ces équipements à bon escient. Je le ferai et je le ferai avec mon équipe. Parce que ceci devient un élément de motivation pour le personnel de l'APIP à Kindia. Le conseil que je donnerais aux employés de la PIP, à nos collaborateurs de la PIP, ça serait de se créer eux-mêmes leur source de motivation. La raison qui fait qu'ils sont là en tant qu'employés de la PIP, c'est de servir nos concitoyens, c'est de donner des informations utiles. La cérémonie s'est poursuivie par une séance de sensibilisation et d'information des promoteurs sur la nécessité de collaborer avec les acteurs du projet, depuis la chaîne de création en passant par la structuration jusqu'au financement du dit projet. La redevabilité sociale en matière de civisme fiscal et la mobilisation des ressources sont au cœur d'un conclave à Cancan. Il est organisé par l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique pour promouvoir l'implication des jeunes dans la gouvernance participative. En seul objectif, booster des initiatives locales pour renforcer des projets d'investissement des communes. Diamant Kaba. Une jeunesse citoyenne pour une gouvernance participative à Cancan, un nouveau projet bien accueilli. Le contenu porte sur la redevabilité sociale en matière de civisme fiscal et mobilisation des ressources. 50 acteurs locaux sont choisis par l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique pour atteindre les grandes attentes. C'est un projet qui a été financé par le fonds local de l'ambassade du Canada et qui permet la collaboration entre les citoyens et les autorités communales dans le cadre de la mobilisation des ressources. Au jour d'aujourd'hui, si nous participons à un atelier comme ça, je crois que c'est une fierté pour nous et ça va nous aider afin d'atteindre nos objectifs. Une aubaine pour les autorités locales mobilisées pour faciliter la coordination de l'action publique. Les avantages vont accélérer le rythme des réformes mises en branle par les communes afin de promouvoir l'implication active des jeunes dans la gouvernance locale. Ils vont être sensibilisés, les taxes qu'ils payent aussi vont être sécurisées.
Parce qu'il y a ça, on ne peut pas continuer à prendre l'argent dans les mains du contribuable sans pour autant sécuriser et sans pour autant satisfaire les besoins primaires. De réforme en réforme, de refondation à ce que nous sommes aujourd'hui, vraiment, ça doit nous inspirer pour que chaque Guinéen, chaque citoyen soit appelé désormais à jouer sa partition. Avec l'appui du Fonds local de l'ambassade du Canada, l'ONG Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique assiste les municipalités de Baté pour contribuer à renforcer la résilience locale et à promouvoir le développement durable. Troisième grand titre de cette édition, la maladie de Newcastle continue de menacer le cheptel en Guinée. Pour y faire face, l'Association nationale des aviculteurs traditionnels de Guinée lance une campagne de vaccination des volailles dans les préfectures de Koya et d'Ubrika. L'objectif est clair, sauver les élevages et relancer l'aviculture traditionnelle. Son Assagno. La maladie de Newcastle représente aujourd'hui une véritable menace nationale hautement contagieuse. Face à cette urgence sanitaire, l'Association nationale des aviculteurs traditionnels de Guinée, ANATRAG, a déclenché une riposte immédiate. La vaccination de nos volailles contre la maladie de Newcastle est une mesure prophylactique essentielle qui contribuera à protéger nos élevages traditionnels, à stabiliser notre production et à améliorer la qualité de nos produits, car cette maladie ravage presque 50% des cheptels traditionnels chaque année. Le secteur fait face à un ennemi redoutable, la maladie de Newcastle, plus connue sous le nom de peste aviaire. Je tiens à saluer l'initiative de l'ANATRAG, votre engagement à professionnaliser la filière traditionnelle est exemplaire. Une campagne de vaccination d'urgence est lancée dans les préfectures de Koya et d'Ubrika, première zone ciblée. La vaccination est très importante car elle permet de protéger les poulets et d'améliorer la productivité locale. Le soutien à cette aviculture qui se modernise peu à peu est une aide à toute la population rurale et une valeur ajoutée à l'économie nationale et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Sur le terrain, la vaccination et la sensibilisation se poursuivent avec une extension progressive de l'opération à l'ensemble du territoire national dans les prochaines semaines. Et pendant ce temps, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique renforce les formations répondant aux besoins de développement du pays à l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie en partenariat sous-régional et scellé avec l'École supérieure d'excellence de Cocody en Côte d'Ivoire pour promouvoir la mobilité académique dans le secteur. Mounir Barry. Vers un symposium africain des institutions de formation en tourisme et hôtellerie, l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie et l'École supérieure d'excellence de Cocody scellent un accord de coopération visant la mise en place d'un véritable programme de mobilité académique au bénéfice des étudiants et enseignants des deux pays. Le parcours académique demande de la rigueur, de la persévérance et de la détermination. Continuons à croire à nos capacités, à travailler avec sérieux et à nous soutenir mutuellement afin de bâtir un avenir socio-professionnel solide et prometteur. En séjour de travail à Conakry et en marge de plusieurs conférences scientifiques sur l'intelligence artificielle, le développement personnel et la vulgarisation des textes réglementaires, le directeur général de l'École supérieure d'excellence de Cocody réaffirme l'engagement de son institution à œuvrer aux côtés de la Guinée pour la matérialisation de ces projets ivoiro-guinéens. Ce programme de mobilité va nous permettre de se soutenir intellectuellement. C'est dans cette optique que nous sommes là aussi pour les accompagner à travers des formations liées envers les enseignants, envers les étudiants et envers aussi le personnel. On nous demande par rapport à la mobilité, on nous demande par rapport au partenariat. Donc c'est dans ce cadre que nous avons invité notre homologue de la Côte d'Ivoire
pour favoriser cette mobilité des étudiants, parce que quand les étudiants sortent, ils apprennent beaucoup de choses ailleurs et permettent à ces étudiants de la Côte d'Ivoire de venir et suivre certains de nos enseignements ici. La signature de cette convention de coopération scientifique coïncide avec la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants, une opportunité saisie par des experts guinéens et ivoiriens pour animer masterclass et panels autour des thématiques d'actualité, notamment l'intelligence artificielle appliquée au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et pour finir à Kindia, Mago Éducation mène la 3e phase d'évaluation des étudiants en technologie. Objectif, mesurer les compétences acquises, renforcer la qualité de la formation et préparer les apprenants aux exigences du marché professionnel. Makeme Donzo, Moussa Bangoura. Mago Éducation est à Kindia dans le cadre de la 3e phase d'évaluation des étudiants en technologie. Cette mission s'inscrit dans la volonté de l'institution afin de renforcer la qualité de la formation et de mesurer les compétences acquises par les apprenants. Durant cette évaluation, les étudiants sont soumis à des épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier leur niveau de maîtrise des outils technologiques, leur capacité d'innovation ainsi que leur aptitude à répondre aux exigences du marché professionnel. Avec l'arrivée de Mago et Technologie, ça a rendu beaucoup de choses faciles. C'est quand vous prenez une évaluation qui pouvait prendre au moins 2 heures, et en 1 heure ou 30 minutes comme ça, là, et ça finit. À l'endroit de mes amis qui n'ont toujours pas eu la chance de prendre part aux évaluations en ligne, c'est quoi? Je les invite également à en faire de même parce que c'est extrêmement important vu que qui parle du monde d'aujourd'hui parle ici de la technologie. Or, nous disons que le monde d'aujourd'hui est devenu un village planétaire. Selon les responsables de Mago Éducation, cette étape est essentielle pour suivre l'évolution des apprenants, identifier les points à améliorer et adapter les programmes de formation aux réalités du secteur technologique. L'avantage d'une telle évaluation, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on puisse développer chez l'étudiant la capacité de réflexion. Parce que dans la vie courante, il est rare qu'on soit confronté à un problème où il faut retenir. Mais c'est souvent des problèmes pour lesquels il faut réfléchir pour trouver solution. Donc si nous, on continue à évaluer sur la base de la rétention, on est en train de faire du mal aux gens. À travers cette 3e évaluation à Kindia, Mago Éducation réaffirme son engagement en faveur d'une formation technologique de qualité axée sur l'excellence, la rigueur et l'employabilité des jeunes. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesses, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.